te souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce podcast, même cette vidéo podcast. Et j'aime bien ces moments un petit peu plus calmes dans lesquels on prend le temps de discuter ensemble. Et aujourd'hui, je vais te partager mon expérience de vie afin que tu te sentes plus seul avec certains ressentis lorsque tu es au potentiel hypersensible ou que tu as un profil atypique. Et on va partir dans mon enfance pour arriver à l'âge adulte et je vais te donner les meilleures clés pour, je l'espère, soulager ton mal-être en découvrant mon expérience. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Alors, lorsque j'étais enfant, ça fait un petit peu l'histoire de grand-père, lorsque j'étais enfant, et jusqu'à très tard même, j'ai souffert d'un profond mal-être lié à ma différence, à ma singularité, à ma façon de penser, de voir les choses, de me comporter même. Et pour comprendre ça, je suis quelqu'un que je considère, moi, comme profondément bon et gentil au sens littéral du terme. Et c'est pas pour m'envoyer des fleurs. Quand on dit quelqu'un est aimable, complaisant, plein de bons sentiments à l'égard d'autrui, agréable, qui se conduit bien, qui est sage, qui est tranquille, ça me définit complètement. Voilà. Une sorte de bonté et de gentillesse. Mais dans mon enfance, je me suis vite rendu compte que dans ce monde de normaux pensants, que ce profil-là était très ennuyeux. Notamment si je voulais attirer des filles plus tard, des femmes aussi. Parce que être gentil ne suffit pas, c'est un petit peu trop lisse. En tout cas, c'est le constat que moi j'ai fait, arrivé à la préadolescence ou à l'adolescence. Et quand on se sent pas remarqué, on se sent pas accepté par les autres, on trouve des stratagèmes pour justement arriver à se faire aimer, se faire accepter. Et pour donner un exemple, lorsque j'étais en primaire, donc j'étais dans une école religieuse, et chaque année on fait, quand on est garçon, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais on fait la liste des personnes et des filles avec qui on est amoureux ou qu'on aimerait bien avoir comme amoureuse. Voilà, c'est de l'amour platonique à cet âge-là. Hein. Et quasiment toutes les années, je faisais ce petit constat, je prenais la photo de classe, à partir du moment où on faisait la photo de classe, et je listais comme ça, je regardais chaque fille et je me disais, tiens, est-ce que je suis amoureux, est-ce que j'aimerais bien l'avoir comme amoureuse, cette fille voilà, est-ce que cette fille est quelque chose qui m'intéresse? Et j'arrivais quasiment à chaque fois à cocher quasiment 97% des filles de la classe qui avaient des points qui m'intéressaient en tout cas, que moi j'aimais bien. Je les trouvais soit gentilles, soit belles, soit elles avaient quelque chose qui était intéressant en elles. Et quand on me posait la question à cet âge-là, on me disait alors c'est quoi tes copines, c'est quoi tes fiancés? À l'époque-là, on appelait ça des fiancés. C'est quoi tes fiancés? Combien t'as de fiancés? Moi j'étais toujours en train de dire moi j'en ai 11, j'en ai 12, j'en ai 13. Et bien sûr, à cet âge-là, quand on est tout jeune, je crois que c'était au CP, CE1, CE2, bien sûr, on se moque un petit peu de toi. Gentiment, mais on se dit pourquoi tu as 12 fiancés, qu'est-ce que tu lui retrouves et malheureusement, à cette époque-là, le bruit s'était répandu parce que c'était pas très courant d'avoir un garçon qui appréciait autant de filles dans une classe. J'étais devenu le garçon aux 12 fiancés. Voilà. Alors, j'avais pas de relation avec ces filles, c'était vraiment platonique à cet âge-là. Mais je me rappelle qu'une fois, je suis invité par une de mes copines de classe à son anniversaire, donc chez elle. J'arrive, je donne mon cadeau, à cette fille, etc. Il y avait des copains. Et cette copine avait un grand frère qui avait peut-être 5-6 ans de plus qu'elle, qui était là, et qui à cet âge-là devait avoir peut-être, 15 ans, un truc comme ça.
Et il arrive, il me dit « Ah, c'est toi Siegfried, c'est toi celui qui a 12 fiancés donc, à l'école là ?» Et donc pour te dire que jusqu'à ce point-là, qu'une personne qui ne me connaissait pas me connaissait par ma réputation de petit garçon avec les 12 fiancés. Bon, ça m'ennuyait pas plus que ça, moi, mais c'est vrai que voilà, comme un exemple, tu vois, qui peut te placer en différence, à l'écart par rapport à ton comportement, par rapport au fait que tu trouves toujours le meilleur en chacune des personnes que tu rencontres. Et ça m'a suivi tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois quelqu'un en face de moi, que je discute avec quelqu'un, que je rencontre quelqu'un, je ne vois que ce qu'elle a de meilleur au fond d'elle. Et on va y venir après. Une deuxième anecdote par rapport à ça, c'est que souvent à cette époque-là, dans l'école primaire, on faisait des ateliers et il fallait souvent apporter du matériel, c'est-à-dire tiens, demandez à vos mamans de vous donner, je sais pas moi, de la farine ou amener des crayons de couleur, etc. Et souvent, même quasiment à chaque fois, j'apportais pour moi et j'apportais pour mes copains. Jusqu'au jour où une professeure, la maîtresse de l'époque, demande d'apporter je crois que c'était des verres en plastique. Donc le matin, elle dit voilà, apportez des verres en plastique la prochaine fois pour l'atelier, je ne sais plus ce que c'était. Et comme tout le monde était habitué à me poser des questions, et que tout le monde n'avait pas des parents qui étaient toujours très attentifs, moi j'avais des parents qui travaillaient dans la restauration à cette époque-là, et donc des verres en plastique, il y en avait des centaines. Et ça a commencé avec un copain qui me dit « Tiens, tu pourrais pas me l'apporter ?» Bon, oui, je dis oui. Un deuxième copain, oui. Un troisième copain, oui. Une copine, oui. Et au bout d'une demi-journée, en fait, quasiment 90% de la classe m'avait demandé de ramener un verre. Enfin, je crois que c'était 3 verres, un truc comme ça, pour eux le jour de l'atelier. Et moi, j'ai dit sans souci, je vous ramène les verres. Il y a pas de... Enfin, ok, super, je suis content de vous rendre service. Et le jour de l'atelier... on arrive, la maîtresse dit bon, allez, sortez vos verres en plastique. Et moi je sors, mais en fait, je sais plus combien j'avais de verres en plastique que je commence à distribuer à mes copains. Et là la maîtresse commence à me regarder, dire mais qu'est-ce que tu fais? Je dis là j'apporte les verres à mes copains. Et elle me questionne, me dit mais comment ça tu apportes les verres pour tes copains? J'ai demandé à chaque personne, chaque élève d'apporter ses verres. J'ai dit oui mais moi j'en avais. Et là la mayonnaise, si on peut dire, la moutarde commence à monter au professeur. Mais pourquoi tu fais ça? T'as pas à faire ça. Chacun doit mener ses propres verres. Enfin, elle ne comprenait pas et elle avait l'impression que les élèves s'étaient reposés sur moi pour avoir ces verres-là. Bon, c'était en grande partie vrai. Mais moi, de ma vision en moi, non, au contraire, c'est parce que je sais que certains de mes camarades n'avaient pas des parents qui étaient très attentifs et qui allaient prendre le temps d'aller leur acheter des verres en plastique. Donc moi je m'étais dit, je vais demander à mes parents, je prends 3 sacs de verres en plastique, je les amène à l'école. Et donc, j'étais donc classé, pour te dire, par rapport à ces anecdotes, comme le gentil de la classe, à l'inverse du leader ou du bad boy de la classe. Et c'est à la fois agréable et à la fois désagréable, parce qu'à la fois agréable parce que les personnes t'aiment bien, mais à la fois désagréable parce qu'elles ne font que juste t'aimer bien, parce que il y a ce côté un petit peu lisse de la personne qui est toujours trop gentille dans sa façon de faire et de se comporter. Et tout ça, ça m'a mené à me rendre compte que cette gentillesse, ce côté un petit peu trop gentil, trop bon, me poser des soucis même au niveau des relations amoureuses. Alors quand on est à l'école primaire, c'est vrai qu'on n'est pas, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est dans des relations platoniques, mais on aime bien avoir une petite copine pour de temps en temps faire un bisou à l'anniversaire quand on t'invite à voilà, c'est toujours le petit truc comme ça. Et j'avoue que je n'osais pas à cet âge-là le faire, mais en plus de ça, comme j'étais considéré comme le gentil, le bon garçon, l'aimable garçon, c'est vrai que les filles, elles aimaient plutôt les bad boys, les leaders de la classe, ceux qu'on entendait beaucoup, ceux qui se bagarraient, ceux qui faisaient rigoler, qui taquinaient les filles, des trucs comme ça, voilà. Donc ça a été assez long pour moi. Je crois que la première fois où j'ai embrassé une fille, vraiment embrassé, je parle, ça devait être aux alentours de 15 ans à peu près, et la première fois où j'ai eu une relation sexuelle, ça devait être aux alentours de 18-19 ans, ce que moi je considère comme tard, dans les deux cas. Alors ça dépend des générations bien sûr, mais moi je considérais ça comme tard. Enfin en tout cas dans ma génération c'était assez tardif, parce qu'il y avait cette sorte de mayonnaise, de recette, de comment dire,
de bloubi-boulga entre le garçon gentil, aimable, moi qui ne voyais que le meilleur à chaque fois dans les copains et les copines. Et ce qui fait que tout ça, c'était pas très propice à des relations amoureuses ou des relations... alors j'en avais bien sûr, hein, mais c'était pas le truc qu'on peut rêver comme ça quand on est gamin. Et tout ça pour te dire qu'en fait, si je me laissais aller aujourd'hui, et à l'époque même, j'aurais un comportement qui est, on peut considérer comme à la limite des tendances autistiques. Pourquoi ? Parce que j'aime être seul, j'aime discuter de sujets profonds, et ils sont rares ces sujets profonds, en tout cas les personnes avec qui on peut discuter de ça. J'ai horreur de parler des banalités, de la pluie, du beau temps par exemple, et je peux passer des journées entières sans parler à personne. Donc c'est vrai que c'est pas le commun des mortels qui fait ça, hein, c'est pas tout le monde. Donc dans un monde de haut potentiel, d'hypersensibles, je suis le plus heureux, hein. Mais le problème c'est que le monde n'est pas fait avec une majorité d'hypersensibles, il est plutôt fait avec une majorité de normaux pensants. Et lorsqu'on a cette prise de conscience à un moment de sa vie, alors même si on ne met pas les mots dessus, hein, même si on ne dit pas, tiens, j'ai une différence entre haut potentiel et normal pensant, on se dit, mais tiens, je me comporte différemment, je ressens les choses différemment. Lorsqu'on a cette prise de conscience, c'est une sorte de sensation de vertige au bord de la falaise. Parce qu'on se dit, mince, mais pour trouver des personnes avec qui je me sens bien, waouh, c'est pas évident. Est-ce que ça va être tout le temps comme ça ? Est-ce qu'il va falloir toujours que je me comporte en me forçant à me comporter différemment pour me faire accepter ? Est-ce que je vais autant m'ennuyer que ça tout le temps avec des personnes ? Donc voilà, le fait d'avoir cette prise de conscience, c'est vraiment une sensation de vertige, d'abîme au bord d'un précipice. Et on est là comme ça en train de se dire, bon sang, je vais tomber dans cette situation un petit peu compliquée. Et pourtant, lorsqu'on arrive à transformer ce qui peut paraître comme des tares en force, tout peut changer positivement. Et c'est là où je voudrais te mener. Parce que par exemple, tout à l'heure, je te disais que je voyais le meilleur en chacune des personnes que je rencontrais. C'est vrai que quand on a un métier qui tourne autour de l'accompagnement, du coaching, de la thérapie, c'est un sacré avantage de voir ça. Parce que la plupart des gens qui viennent te voir, qui viennent te poser des questions, ne connaissent pas leurs meilleures facettes, ne savent pas dans quoi elles sont les meilleures. Et alors que toi, enfin moi, parlons comme ça, j'ai cette capacité à chaque fois de voir le meilleur dans ces personnes, là où ils sont bons, leur bon côté, et à totalement occulter le côté négatif, le côté noir de ces personnes-là. Donc c'est un atout extraordinaire quand on accompagne des personnes en quelques minutes comme ça de discussion, de se rendre compte que cette personne, ses qualités, ce sont ça, ça et ça. Alors après, bien sûr, il y a toutes les stratégies du coaching qui viennent dessus. On ne va pas juste annoncer à la personne, tiens, voilà, au bout de 5 minutes, je t'ai scanné, ton côté positif c'est ça, tu repars avec, parce qu'en général, les personnes ne l'acceptent pas, c'est compliqué d'accepter ça. Donc il faut des stratégies de coaching pour que la personne arrive elle-même à cette conclusion, mais c'est un atout formidable de voir le meilleur en chacun ou chacune des personnes. Autre exemple, aimer la solitude, c'est un avantage. Parce que quand tu aimes la solitude, tu n'as besoin de personne pour être heureux et tu ne dépends de personne pour être heureux. Tu es heureux seul. Alors c'est mieux quand il y a du monde autour. Moi, aujourd'hui, ma femme, mes enfants, je suis super heureux d'être avec eux. Mais voilà, si je me retrouve seul, je ne suis pas totalement déboussolé par ma solitude. En ce moment, on est en train de regarder une série avec des prisonniers où les gens se font mettre au trou pendant des semaines tout seuls. Moi, je regarde même ça limite avec envie presque, en me disant mais qu'on me mette au trou, moi. J'aimerais bien de temps en temps avoir un isolement comme ça, tranquille, avec moi-même, dans mes propres pensées. Et c'est ça, c'est un atout formidable quand on est au potentiel hypersensible, qu'on a un profil atypique comme ça, c'est de pouvoir être heureux seul avec soi-même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, je peux te le garantir. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se retrouvent seules pendant 1 heure ou 2, commencent à se sentir mal, et si elles sont seules pendant 1 journée, 2 journées, 1 semaine, c'est catastrophique. Il n'y a qu'à le voir pendant les confinements qu'on a eus avec la crise sanitaire. Effectivement, il y a des personnes qui supportent pas, qui vont même jusqu'au suicide,
par rapport à l'isolement. C'est un énorme atout de pouvoir être seul avec soi-même et d'être heureux. Autre exemple, aimer les sujets profonds, ça me permet d'avoir une puissance de travail et d'investigation qui est 100 fois supérieure à une personne normale. Quand je fais des travaux de recherche pour les hauts potentiels, les hypersensibles, des nouvelles approches, effectivement, cette capacité à aimer la profondeur dans les sujets me permet d'aller gratter les derniers centimètres d'informations nécessaires à trouver des choses nouvelles, trouver des angles nouveaux, trouver des méthodologies nouvelles que n'auraient pas trouvé d'autres personnes qui se seraient dit tiens, moi, je me contente de ça, voilà, c'est bon, je connais la thématique, j'ai tout survolé, je sais à peu près. Et on ne tombe pas dans la spécialisation, dans la profondeur qui font que parfois c'est là que se situent les derniers centimètres, les derniers millimètres pour trouver quelque chose d'extraordinaire. Donc tu vois que quand on a ce profil-là, quand on a ce profil au potentiel, hypersensible, atypique, et qu'on a ce mal-être lié à cette différence qu'on traîne peut-être depuis des années, quand on commence à se rendre compte de cette différence, on peut se trouver, comme je le disais, au bord du précipice. Et quand on est au bord du précipice, on a deux choix. C'est soit on se laisse gagner par le vertige et on bascule en avant et on tombe de la falaise, soit au contraire, on fait un petit pas en arrière et on profite du spectacle de cette magnifique falaise avec une vue sur la mer et le coucher de soleil. Et c'est ça, en fait, cette prise de conscience qu'on doit avoir quand on est au potentiel, c'est se dire, voilà, j'ai des points qui me paraissent aujourd'hui comme négatifs, comme des tares, comme des choses complexes, un mal-être que je vis. Mais c'est vrai que si je le vois sous un autre angle, un angle nouveau, est-ce que c'est pas une force pour moi ? Et essayer de comprendre justement comment transformer ça en force. Donc je te redonne les exemples. Voir le meilleur dans les personnes, on peut être catalogué comme quelqu'un de trop gentil, trop bon, mais en fait c'est un énorme atout quand on veut accompagner les personnes. Aimer la solitude, on peut te traiter d'autiste, de sectaire, de ce que tu veux, alors qu'en fait la solitude c'est une qualité de pouvoir être heureux dans le minimalisme, en quelque sorte. Aimer les sujets profonds, ça te permet d'aller plus loin que les autres dans la réflexion, dans la découverte de nouvelles informations, et tu vois que tout ça, ça peut t'amener à avoir une vision totalement différente de ton atypisme, de ta façon de faire et de voir les choses. Donc c'est là-dessus que je voulais t'amener aujourd'hui, sur cette histoire de vide. Pourquoi pendant des années j'ai eu cette sensation de mal-être alors je te dis pas que ça se résout comme ça d'une baguette magique, mais c'est vrai que quand on le voit différemment, cet état, ce comportement, de suite, ça permet vraiment de se sentir mieux. Et de se dire, effectivement, si je vois les choses différemment, effectivement, ça peut être un atout pour moi tout ça, alors que depuis des années, je me sens mal avec, et un petit peu parfois, on se repose là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, on commence à avoir l'habitude de ce comportement-là, et on commence à se reposer sur ce comportement-là. On se dit, tout compte fait, je suis différent, et c'est comme ça. Et donc, quand je suis seul, c'est normal parce que je suis différent. Quand on me met de côté, c'est normal parce que je suis différent. Quand on me met telle ou telle étiquette dessus, c'est normal parce que je suis différent. Et cette étiquette, ce mode de fonctionnement, on peut un petit peu s'appuyer dessus au bout d'un moment et se dire, en fait, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Alors que c'est pas ça. On ne doit pas s'appuyer justement sur ça en se disant, tiens, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai un comportement différent, j'ai un profil différent, et c'est un petit peu comme certains disent, j'ai ma maladie, j'ai mon profil au potentiel, c'est comme ça, je suis comme ça ne changera pas, je serai toujours mis à l'écart, je serai toujours un petit peu seul, on va un petit peu se moquer de moi, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, quand on arrive à avoir ce qu'on appelle un reframing, c'est voir les choses sous un autre angle différent, et se dire, effectivement, ce qui était jusqu'à présent une tare est en fait la plus belle des choses, le plus beau des dons qu'on ait pu me donner pour être différent et sortir du lot justement et en faire une force. Donc essaye de faire une analogie un petit peu avec ta vie, ton comportement, voir si chez toi il n'y a pas des peurs, des angoisses, des frustrations, peut-être même des colères parfois liées à ce comportement que tu peux avoir, cette différence que tu peux avoir.
peut-être même des jalousies en te disant bon, mais si je pouvais arrêter un petit peu de penser, arrêter d'être comme ça, arrêter d'être trop hypersensible, j'irais mieux. Et bien te dire tout compte fait, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un autre angle de vue par rapport à tout ça? Est-ce que ce point négatif, et je te pose la question maintenant, est-ce que c'est ce point négatif que tu as au fond de toi, ou ces points négatifs que tu considères comme négatifs, ne sont pas en fait la plus belle des forces, le plus beau des cadeaux qu'on a pu te faire? Alors comment faire? C'est de dire, ok, tiens, voilà, par exemple, moi, je suis hypersensible. L'hypersensibilité émotionnelle, les émotions me submergent, mes émotions, et c'est un problème pour moi, parce que je le vis mal, parce que la foule, j'aime pas, je peux pas vivre avec du monde, etc., etc. Attention, est-ce que tu n'es pas en train de te reposer sur ta caractéristique, plutôt qu'au contraire, l'utiliser comme un levier, comme une force, pour te sentir mieux? Et te dire, effectivement, l'hypersensibilité, alors effectivement, quand je suis longtemps avec beaucoup de personnes, beaucoup de foule, c'est compliqué pour moi, ok, réduisons ce temps de foule et consacrons beaucoup plus de temps à des relations individuelles, à one-to-one, face à face, avec 1 ou 2 ou 3 personnes maximum. Et avec ça, justement, cette problématique que tu retrouvais, tu vas te la transformer en une force qui va t'aider dans ta vie à t'épanouir, à te sentir bien, et à être reconnu pour ça, justement, par rapport à cette différence. Mais ça, il faut en prendre conscience, et il faut mettre en place des nouvelles situations, ce qu'on peut appeler des opportunités, de changer, et de ne pas se contenter de ce que tu as, et de se contenter de se reposer sur son comportement de haut potentiel. Parce que c'est vrai que alors moi j'ai eu la chance après d'avoir une carrière dans le sport de haut niveau où on nous apprend beaucoup plus à être des combattants, des guerriers positifs, hein, mais à ne pas se laisser faire et ne pas se contenter de ce qu'on a. C'est un savant mélange de bonté, gentillesse, hypersensibilité, mélangé avec une petite carapace de guerrier. Ça fait que tout ça, on a la force, l'envie de changer pas son comportement profond, mais de changer la situation dans laquelle on est. Et si toi tu es hypersensible et que tu travailles dans une usine avec 600 personnes avec toi, c'est sûr que c'est pas un environnement qui va être propice pour toi. Donc il faut oser changer. C'est-à-dire, ce métier-là n'est pas fait pour moi. Cette situation-là n'est pas fait pour moi. Je dois aller prendre tous les jours le métro ou le bus pour aller travailler, alors que j'ai une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. C'est pas fait pour moi. Il faut changer. Il ne faut pas se dire, je suis comme ça, donc je me mets mes écouteurs, j'écoute personne. Non. Il faut créer ton cocon, créer ton contexte, ton environnement social, géographique, qui va vraiment te convenir et transformer tous ces points négatifs en points positifs. Donc, si tu te reconnais dans ces descriptions-là, mets-moi dans les commentaires de la vidéo du podcast quels sont ces points négatifs qui pour l'instant c'est négatif et que tu pourrais transformer en point positif. Essaye de faire ce petit travail en quelques minutes comme ça, rapidement, sans me prendre trop de temps. Dire, tiens, moi, mon point négatif, c'est l'hypersensibilité. Tiens, moi, mon point négatif, c'est que je suis tout le temps en train d'être trop dans mes pensées, donc je communique plus assez. Tiens, moi, mon point négatif, c'est par exemple que en fait, les gens me prennent pour quelqu'un de prétentieux. Tiens, mon point négatif, et tu me mets ça en commentaire, parce que je serais super intéressé de découvrir ça. Éventuellement, peut-être d'en discuter et de faire d'autres vidéos. Je vois que la vidéo commence déjà à être longue, ce podcast commence à être long. Donc je vais te dire, n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo, qui est offerte, et pour soutenir cette chaîne aussi. Et n'oublie pas, je vais même en profiter pour mettre une petite musique, parce que j'aime bien les musiques. Qu'est-ce qu'on n'est pas bien comme ça. Voilà. N'oublie pas, on est une communauté, on avance ensemble. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est ce que disait Nelson Mandela. Et si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc que la force soit avec toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain podcast, et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et éventuellement à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin, parce qu'on en a encore beaucoup à avoir besoin de conseils quand on est au potentiel hypersensible. Je te dis à très vite, bye bye.